Radio Bayard. Radio sans peur, émission sans reproche. Bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode sur Radio Bayard. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Jean Géronimo. Bonjour. Bonjour. Merci Jean Géronimo, vous avez déjà reçu. Alors, pour vous présenter, vous êtes docteur en sciences économiques, universitaire. Vous êtes spécialiste de la Russie, de l'Ukraine. Vous avez écrit plusieurs ouvrages sur ce sujet. Et le dernier qui vient de paraître, Poutine au cœur du piège ukrainien, préfacé par Jacques Sapir. Alors, on va parler avec vous un petit peu de tout ça. D'abord, je voudrais revenir avec vous sur les origines du conflit, de cette guerre. Est-ce que vous pouvez me dire, selon vous, comment on en est arrivé à cette guerre entre l'Ukraine et la Russie, entre deux peuples frères ? Alors, l'évolution du conflit, elle est très, très complexe. Ce qu'il faut noter, c'est que déjà, depuis la fin du communisme en 1991, il y a eu une politique anti-russe de la part des Américains, et avec l'Europe. Et en fait, ce qui va radicaliser cette politique anti-russe, c'est un événement majeur. C'est la révolution du Maïdan, enfin ce qu'on a appelé une révolution en 2014. Donc le 22 février 2014, il se déroule un putsch qui va installer un pouvoir pro-européen ou pro-américain à la tête de l'Ukraine. Donc au détriment de l'ancien président légalement élu, Viktor Yanukovych. Il en découle donc une révolte du Donbass dans l'est de l'Ukraine qui ne reconnaît pas le nouveau président qui a été placé par ce putsch et donc avec le soutien américain. Et donc la date très importante à retenir après, c'est le 15 avril 2014 qui est marqué par l'offensive de l'armée ukrainienne contre le Donbass. Donc c'est là où la guerre officiellement elle émerge. Et ce qu'il faut noter déjà, c'est que durant le Maïdan, les Américains s'étaient pas gênés de s'ingérer directement, par exemple à travers John McCain et Victoria Nuland, qui sont de hauts personnages politiques américains dans les manifestations du Maïdan. Alors, vous imaginez des ministres russes pavadant au Mexique pour soutenir le Mexique contre les intérêts américains. Ça, on aurait la même chose. Autre date, c'est le 5 septembre 2014. Ce sont les accords de Minsk. Alors, les accords de Minsk, en deux mots, ce sont des accords pour la paix, pour négocier la paix entre Russes et Ukrainiens. Et c'est un accord qui va aussi chercher à définir la nouvelle identité du Donbass, qui est l'identité russe. Donc trouver un statut qui satisfasse les deux parties, mais dans le cadre de l'Ukraine. Dans le cadre de l'Ukraine. Date suivante, c'est le 10 novembre 2021, avec la charte de partenariat stratégique signée entre les Américains et les Ukrainiens. Alors, ce qui est intéressant à noter, c'est que cette charte-là, elle stipule en fait qu'il y aura un soutien indéfectible des Américains à l'Ukraine pour reprendre les régions contrôlées par la Russie. Donc, en fait, de fait, c'est une violation officielle des accords de Minsk. Donc cette charte-là, officiellement, elle viole de fait dans le dos des Russes. D'ailleurs, elle a été signée dans le dos des Russes, les accords de Minsk. Donc, Poutine est au courant de tout ça. Et donc, la date suivante, c'est le 24 février 2022. Bien entendu, c'est l'offensive russe, ce que les médias ont appelé l'invasion russe. Bon, petite remarque, c'est que si c'était vraiment une invasion, la Russie a quasiment 1,2 million soldats. Si elle avait voulu envahir l'Ukraine, elle l'aurait fait avec davantage de soldats. Donc, elle l'a fait en fait avec 300 000, officiellement 300 000, mais il y a beaucoup moins de soldats puisqu'il y a une grosse partie qui est administrative. Donc c'est pas du tout pour contrôler l'Ukraine, mais pour défendre de manière plus efficace le Donbass. Et pourquoi cette offensive russe se déclenche ? Alors il y a trois éléments à retenir. D'abord, à l'époque, il y a une activité aérienne anormale au-dessus de la région.
et dans le pays lui-même. Donc on est toujours le 24 février 2022. Il y a une activité aérienne anormale, il y a une concentration des troupes ukrainiennes aux abords du Donbass, avec 200 000 soldats. Et troisièmement, il y a une accélération des bombardements de la région du Donbass. Et donc tout ça sont 3 signes qui, avec la charte de partenariat stratégique ukraino-américaine, qui persuade Poutine qu'il y a une offensive qui va être lancée. Donc lui, au lieu d'attendre, il choisit d'attaquer le premier, et donc le 24 février, il attaque. C'est l'offensive russe qu'on appelait l'invasion. Le 29 mars 2022, finalement, les Russes et Ukrainiens s'entendent sur un compromis de paix. Donc, ils sont sur le point d'arrêter la guerre et de signer un accord de paix. Le problème, c'est que les Américains et les Anglais interviennent et empêchent la signature de cet accord qui aurait donc signifié la paix. Et donc, ils empêchent cet accord-là. Et donc s'engage à soutenir officiellement l'Ukraine dans la guerre contre la Russie, donc l'armée, etc. Et là, la guerre gagne en intensité. Mais donc le 29 mars, tout aurait dû s'arrêter sans cette ingérence anglo-américaine. Date suivante, c'est le 30 septembre 2022. C'est le jour de l'annexion officielle des régions de l'Est ukrainienne par Poutine. Il y a Donetsk, Lugansk, Kherson et Zaporizhzhia. Alors au final, l'évolution du conflit, elle se traduit par une ingérence américaine croissante. Il y a une intensité de la guerre croissante et qui est sanctionnée par un total de 15 000 morts au total des deux côtés. Donc entre 2014 et 2022, 15 000 morts. Voilà. Avant l'intervention russe. Et donc, en fait, ce qu'on peut remarquer aussi, que au départ, c'était une guerre civile, donc, concentrée dans le Donbass. Elle est transformée en guerre ukraino-russe, soutenue, donc, avec une ingérence croissante des Américains et du Royaume-Uni. Donc, c'est devenu une sorte de guerre par procuration. Donc, dans lequel les grandes puissances vont se mêler. Alors, pour terminer là-dessus, il y a 2 éléments qu'il faut noter. Alors, les accords de Minsk, en fait, on a appris que, d'après Merkel et même Monsieur Hollande, notre président, que c'était pour gagner du temps. Autrement dit, c'était pour gagner du temps et réarmer l'Ukraine contre la Russie. En d'autres termes, les accords de Minsk, c'était du vent. Et donc ça Poutine s'est senti trahi. Et autre élément à noter, c'est que la doctrine Brzezinski est au cœur de cette guerre-là. Pour rappel, Brzezinski, stratège américain d'origine polonaise, considère l'Ukraine comme un pivot géopolitique. Et en fait, dans le cadre de cette guerre, on revoit que tous les grands principes de la doctrine Brzezinski ont été repris pour briser la Russie, pour affaiblir, parce que c'est le point faible, névralgique de l'ancienne URSS et donc de la Russie actuelle. Donc, pour casser la Russie, on passe par l'Ukraine, confère Brzezinski. Merci pour ce rappel, cette historique du conflit assez précis, assez important. Et justement, vous avez parlé de montée en puissance dans ce conflit. Il y a eu une déclaration d'Emmanuel Macron, de notre président de la République, assez inquiétante, où il y a quelques semaines, on en a beaucoup parlé, qui a parlé d'une possibilité de troupes françaises en Ukraine. Est-ce que Macron est un jusqu'au-boutiste? On voit que les autres pays européens, tous les pays occidentaux même, de manière générale, sont un peu moins vindicatifs que lui. Comment vous voyez la chose? C'est très clair qu'il a une attitude très évolutive et qui va se radicaliser. Alors, je pense qu'il a voulu prendre le leadership de la guerre. Il a dû se transformer en chef de guerre, en tout cas, pour prendre le leadership américain, pour prendre le leadership européen. Donc, mais ce qu'il faut noter, c'est qu'au départ, il y a quelques années, Macron avait une attitude plutôt conciliante et compréhensive avec la Russie. Il prônait notamment un dialogue, etc. Il faut écouter et ne pas essayer de blesser la Russie. Mais donc, progressivement, il va se radicaliser.
et notamment avec un soutien militaire total et aveugle à l'Ukraine. Donc, et dans ce cas-là, il va commencer à faire un suivisme incroyable du diktat américain. Et on voit donc que la paix, en fait, finalement, elle disparaît complètement du discours de Macron et du discours européen et américain. Donc, il n'est plus question de paix, mais de guerre on va armer l'Ukraine, etc., pour pas que la Russie gagne. Alors, c'est très important, c'est pour pas que la Russie gagne. Donc, il y a toute une haine, une stratégie anti-russe, donc, qui est reprise de la doctrine Brzezinski. Toujours la méchante Russie, etc., etc. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que dans le discours de Macron, il y a une vision idyllique de l'Ukraine, la gentille Ukraine qui défend les valeurs nobles, morales de l'Occident entre parenthèses capitaliste, hein, l'Occident libéral, etc. Et que pour lui, Poutine est le seul coupable. Autrement dit, il diabolise à fond Poutine. Et donc ça, il s'inscrit complètement dans la stratégie de diabolisation prônée par les Américains. Les Américains ont un intérêt économique et stratégique énergétique à casser la Russie. Bon, on le verra plus tard. Donc, il y a une pression américaine très forte à suivre une stratégie anti-russe et Macron, peu à peu, il baigne dedans. Enfin, dans le discours de Macron, on peut dire qu'il y a une non prise en compte des préoccupations sécuritaires russes. Alors, qui sont il y en a deux grandes. C'est l'extension de l'OTAN et la neutralité de l'Ukraine. C'était ces deux principales exigences. Alors, il faut savoir que l'OTAN a doublé de taille depuis la chute du communisme, donc, contrairement aux promesses faites à Mikhaïl Gorbatchev, et que d'autre part, l'Ukraine, elle a très très loin été neutre dans l'histoire, et donc on a complètement occulté les préoccupations sécuritaires russes qui étaient écrites, qui ont été reprises par le discours de Poutine à la conférence de Munich sur la sécurité. Et donc Poutine acte tout ça, acte cette hostilité structurelle contre la Russie. Et ce qu'on peut aussi remarquer, c'est qu'il y a de la part d'Emmanuel Macron une instrumentalisation de la menace russe, peut-être à des fins intérieures, de politique intérieure, parce que tant qu'on parle de la Russie, on ne parle pas des problèmes intérieurs de la France. Voilà. Alors donc il faut rappeler que structurellement les Russes, comme l'URSS de Gorbatchev, étaient focalisés sur la défense de son glacis sécuritaire. Et dans ce cadre-là, l'Ukraine, elle a un rôle stratégique pour briser ce glacis sécuritaire. Et là, les néoconservateurs américains vont foncer dans cette opportunité. Donc au final, je pense que par rapport à notre bon président Macron, il y a une nécessité d'une approche plus réaliste et pacifique et moins belliciste, et qui intègre au final les deux préoccupations, les deux peurs sécuritaires, les deux angoisses sécuritaires de la Russie, c'est-à-dire que contre la ceinture otanienne, hein, l'encerclement otanien qui a doublé de taille, donc depuis 91. Et l'autre préoccupation sécuritaire, c'est donc le statut de l'Ukraine qui serait que Moscou voudrait neutre, davantage neutre. Donc tout ça n'a pas été respecté, ça a été même volontairement occulté. Et donc on peut dire que à nouveau qu'il y a une nécessité d'adopter enfin une approche plus indépendante, déconnectée de la tutelle américaine pour notre positionnement extérieur. Alors, vous avez évoqué beaucoup de choses. Il y a un point sur lequel je voulais revenir. Vous avez effectivement dit que la paix n'était plus évoquée par les différents pays européens. Est-ce que vous pensez que ce conflit pourrait aller jusqu'à... est-ce qu'il y a une menace nucléaire dans ce conflit? Est-ce que vous pensez qu'une telle extrémité est possible ou qu'on n'y arrivera pas jusqu'à là? Alors bon, le nucléaire, c'est un peu le chiffon rouge qu'on agite un peu là pour réarmer l'OTAN, pour hausser les budgets militaires qui ont atteint des niveaux abyssales. La menace nucléaire, oui, elle existe. Elle existe, mais la Russie est très claire là-dessus. Alors, du point de vue stratégique, la Russie affirme que
si elle est réellement menacée par la stratégie occidentale, elle peut avoir recours à l'arme nucléaire. Mais que si vraiment elle est réellement menacée, c'est-à-dire qu'il faut s'entendre sur ce qu'on appelle une menace réelle. Et dans ce cas-là, même si elle est réellement menacée, qu'elle utilise le nucléaire, ça serait du nucléaire tactique. Alors que c'est une bombe nucléaire tactique, c'est localisé, c'est de moins grande puissance, etc. pour un conflit régional. Hein, voilà. Mais bon, on n'en est pas du tout encore là. Donc la première réponse, ce serait que oui, si la menace est réelle. Alors c'est important d'exprimer les préceptes de la doctrine stratégique russe pour ça. Alors l'emploi de l'atome, il serait possible que dans deux cas en gros, hein, je résume, je simplifie. S'il y a d'une part une attaque nucléaire, là c'est la riposte nucléaire immédiate, on cherche pas à comprendre, et là bon, on s'attend à des gros dégâts pour la planète. Et le second cas, c'est s'il y a une attaque conventionnelle ou autre, hein, une attaque conventionnelle, mais qui menace l'existence de la Russie en tant que État, etc. Ce qu'on appelle la menace existentielle. Donc il y a que deux cas de riposte nucléaire, attaque nucléaire, et si l'existence de la Russie est menacée par une attaque conventionnelle ou autre. Donc en fait, l'utilisation de l'arme nucléaire est régie par la doctrine stratégique russe et non par des hypothèses surréalistes et volontairement noircies de l'Occident sous verrou américain. Et, enfin, parce qu'il y a pas, on annonce beaucoup de fables dans les médias, mais bon, c'est très précis. Hein, l'arme nucléaire répond à un usage codifié dans la doctrine russe. Alors, Poutine, ce qu'il faut savoir, c'est que Poutine est conscient qu'une guerre nucléaire serait suicidaire pour tout le monde. Donc, il a jamais menacé comme ça de facto. Enfin, on a parlé de menace nucléaire. Non, c'est complètement faux. Il a jamais menacé l'Occident d'une attaque nucléaire. Par contre, il a bien dit que si la menace était nucléaire ou suffisamment dangereuse pour l'existence de la Russie en tant qu'État ou puissance, etc., là, il se réserve le droit d'une riposte nucléaire. Mais donc, ce serait en riposte et pas en menace, etc., attaque préventive. Et là, c'est très important parce qu'on voit l'utilisation préventive de la bombe nucléaire. Ce sont pas les Russes qui en sont les adeptes, ce sont paradoxalement les Américains. Les Américains qui, en avril, je crois, 2022, ont renoncé au non-emploi en premier de l'arme nucléaire, c'est-à-dire le no first use, c'est-à-dire qu'ils se réservent une frappe nucléaire préventive s'ils estiment que voilà, ça va résoudre ça anticipe un conflit. Donc eux, dans leur doctrine stratégique qui a été modifiée donc en avril 22 par l'administration Biden, il y a une possibilité de frappe nucléaire préventive. Et ça, c'est frappe en premier, ce qui est interdit par la doctrine nucléaire russe. Donc, en fait, ce qu'on peut dire sur l'existence d'un risque nucléaire, c'est qu'en fait, encore aujourd'hui, comme au temps de la guerre froide, cette menace-là est bien cadrée et empêchée par l'équilibre de la terreur. C'est-à-dire qu'il y a tellement de bombes nucléaires de deux côtés que toute attaque conduirait à l'anéantissement de la civilisation. C'est ce que ça a répété Poutine dans son discours de Munich. Donc, l'équilibre de la terreur, paradoxalement, nous protège d'une guerre nucléaire. Donc, cette guerre nucléaire est théoriquement possible, après tout ce que j'ai dit, mais concrètement impossible si on considère qu'elle mène à la destruction de la planète. Ça, c'est l'hypothèse de Poutine. Deux petites remarques là-dessus, c'est que les bombes, en matière de bombes nucléaires tactiques, en Europe, le rapport est favorable à la Russie. Il y a un rapport de 1 pour 10. Favorable à la Russie en tant que bombe nucléaire tactique, un potentiel nucléaire tactique, ce qui est énorme. 1 sur 10, il n'y a pas photo. Donc si on menace les Russes, les Américains, etc. sont très loin d'ici. En Europe, il y a un rapport de 1 à 10. Et le tactique, je répète, c'est le type de bombe nucléaire qui serait potentiellement utilisable dans un conflit régional type Ukraine. Et deuxième remarque, c'est qu'il y a une pression des ultranationalistes russes à l'utilisation de la bombe nucléaire. C'est-à-dire que Poutine, c'est un modéré à côté, et vous avez aujourd'hui des ultranationalistes russes qui
qui n'hésite pas à appeler Poutine à utiliser l'arme nucléaire de manière préventive. Là, pour lui, il n'en est pas question. Il y a un dirigeant qui avait énoncé cette possibilité une fois, il a été viré. Je me souviens plus de son nom, mais il a été viré. Alors, merci, vous avez fait un état de lieu conséquent. Pour revenir sur Poutine, il y a eu une élection en Russie récemment. Est-ce que vous pensez qu'elle est sincère? Vladimir Poutine a été élu, je crois que c'est à 87%, si je dis pas de bêtises. Est-ce que Poutine est renforcé actuellement par tout ce qui se passe, par les événements, par la guerre? Est-ce que le peuple fait corps avec son président? Comment vous voyez la chose? Écoutez, ouais, complètement paradoxalement, moi-même, je suis le premier surpris, c'est que l'ensemble des sondages, et donc ils sont russes et occidentaux, donc il y a aucun complot là-dedans, montrent que il y a une véritable union sacrée derrière le leader russe, donc Vladimir Poutine, qui reprend un peu la rationalité soviétique, hein, le grand leader soviétique au-dessus des autres, qui est quasiment sacralisé, qui guide la Russie contre l'ennemi qui est autrefois nazi, qui est aujourd'hui occidental. Donc Poutine, c'est vrai qu'il joue à fond dans cette propagande-là, mais de l'autre côté, c'est pire. Donc il faut bien avoir ça à l'esprit. En fait, bien sûr, tout ça a renforcé l'unité du peuple russe, donc contre l'hostilité occidentale verrouillée par les Américains. Les Américains ont intérêt à avoir une stratégie hostile contre les Russes. Les Européens, sans doute pas. Et ce qui est aberrant, c'est qu'on les suit de manière suicidaire. Ce qu'il faut voir donc aussi là-dessus, oui, Poutine renforcé parce mais le problème, c'est qu'il y a une montée du nationalisme russe anti-occidental en Russie. Alors que le nationalisme russe se radicalise et devient anti-occidental. Et ça, c'est très mauvais à partir du moment où il se définit de manière négative contre quelque chose. Donc là, c'est contre l'Occident. Ce qu'il faut voir, pourquoi Poutine est renforcé aussi sur le plan économique, parce que la guerre profite à l'économie russe. Il faut savoir qu'en 2023, l'économie russe, la croissance du PIB de l'économie russe a été de plus 3,6%, ce qui est énorme par rapport à nous. C'est énorme. Et l'année prochaine, ça va légèrement ralentir, mais donc elle est beaucoup plus importante que les croissances occidentales. Ce qui était donc Poutine renforcé, oui, du point de vue économique, il est bien, quoi, je veux dire. Et ce qu'il faut aussi préciser, là, encore une fois, c'est mes connaissances sur l'ancienne Union soviétique qui me permettent de dire ça, c'est qu'il y a, comme au temps de l'Union soviétique, un rôle moteur du complexe militaro-industriel qui explique une grosse partie de la croissance. Il faut savoir que les dépenses militaires aujourd'hui en Russie, c'est 6% du PIB, ce qui est énorme. Par rapport à nous occidentaux, on frôle les 2%, on fait un peu moins de 2%, là 6%, mais au temps de l'Union soviétique, c'était beaucoup plus important, c'était 25%. Mais là, 6%, on revient à un rôle moteur. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a un poids des lobbies du complexe militaro-industriel en Russie qui est énorme. Comme au temps de l'Union soviétique, ce sont eux qui sont à la manœuvre. Et dans les décisions politiques de la Russie, ils influencent donc le processus décisionnel comme au temps de l'URSS et du Soviet suprême de l'URSS. Et oui, il y a ce qu'on appelle une inertie soviétique. Poutine renforcé, oui, on peut aussi parler de sacrifice. Enfin, il joue beaucoup sur le sacrifice de la Russie durant la Seconde Guerre durant la Seconde Guerre mondiale contre l'invasion nazie. Et là, inconsciemment ou consciemment, il refait appel à cette notion de sacrifice face à la menace extérieure qui autrefois était nazie, maintenant qui est américaine et occidentale. Pour rappel, la Russie a payé très cher la victoire occidentale contre les nazis, 27 millions de morts. Hein, c'est énorme, vous imaginez 27 millions de morts. Ça, il faut bien comprendre, dans l'inconscient imaginaire russe, dans leur histoire, leur sacrifice a été très présent. Et donc, ils sont prêts à nouveau à sacrifier si l'Occident les menace. Je pense qu'il faut bien tenir compte de ça. Eux sont prêts à sacrifier leur vie. Ce qui, je sais pas, nous, si on est dans la même intensité psychologique, etc., ça m'étonnerait. Donc, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'en fait, Poutine, donc renforcé, oui, parce que la guerre du Donbass
Poutine l'a transformé en défense des intérêts vitaux de la Russie. Intérêt parce que c'est la population russophone de l'Ukraine qui était bombardée depuis 2014. Donc ça fait partie de l'étranger proche, des intérêts vitaux spécifiés par la doctrine stratégique russe. Donc on protège même l'étranger proche. C'est comme si que en Amérique latine, on bombardait l'Amérique latine, qui est l'étranger proche de l'Amérique du Nord, etc. Donc c'est un peu pareil, on peut faire le parallèle. L'étranger proche de la Russie, la zone post-soviétique, ça fait toujours partie, en tout cas, de la zone de l'étranger proche, de la zone d'intérêts vitaux de la Russie, et pas question d'installer des bases n'importe comment. Donc en fait, ouais, l'élection de Poutine, c'est 87%. C'est un pli. En fait, même s'il y a eu un bourrage, etc. Ok, une légère grossissement des statistiques électorales. En fait, ça plébiscite la stratégie de Poutine en Ukraine, ce qui est aussi une surprise pour moi. Je pense qu'ils ont perdu beaucoup d'hommes, de femmes aussi, hein, de soldats. Et je pense qu'il y aurait eu une usure. Non, loin de là, la guerre dans le Donbass s'est traduite par un renforcement de la popularité de Poutine. Donc Poutine, 87% des voix aux dernières élections présidentielles. Donc en fait, ça valide la stratégie de Poutine, son mandat en tant que chef de guerre, en tant que leadership de l'opposition eurasienne, en tout cas leadership de l'opposition contre la domination occidentale et son bras armé otanien. Alors, ça c'est la lecture russe, hein. C'est un peu la lecture soviétique aussi, hein. Donc là on est toujours dans les inerties soviétiques. Et l'élection de Poutine, elle montre en fait pourquoi il s'est fait élire avec tant de voix. Son peuple est toujours derrière lui, parce il apparaît pour le peuple russe comme le seul capable de protéger la Russie contre les menaces extérieures. On est toujours là dans cette menace autrefois nazie, aujourd'hui occidentale et globalisée. C'est le monde global, c'est l'ordre mondial néolibéral qui est contre la Russie. Et c'est vrai que c'est le jeu, il instrumentalise, et dans la propagande tout ça, mais c'est le jeu comme en face Biden instrumentalise la menace russe. Et enfin, Poutine a renforcé, oui, parce que finalement, l'attitude haineuse et anti-russe des Occidentaux l'ont amené à reformer un axe eurasien avec la Chine et l'Inde. Et ça, c'est l'œuvre de Poutine, quoi qu'on en dise. Il y a un axe eurasien. C'était le cauchemar américain de la guerre froide. Il se reconstitue du fait de la stratégie aveugle de l'Occident. Vous avez aujourd'hui, voilà, c'est énorme. Enfin, c'est assez incroyable. Bien, merci pour cette réponse approfondie. J'ai encore une petite question à vous poser, Jean Geronimo. Quelle issue voyez-vous à ce conflit ? Comment est-ce que l'Ukraine a une possibilité de gagner ? Est-ce que ce conflit va durer, s'épuiser pendant de longues années ? Comment vous voyez la chose ? Alors, c'est pas toujours facile de faire des prospectives, mais quel est votre ressenti sur l'évolution de ce conflit ? Est-ce qu'on va réussir à trouver une solution, une sortie de crise, ou est-ce qu'on y est encore pendant longtemps ? Ouais, j'ai bien peur que ça va encore durer, hein, parce que en fait, la victoire russe, elle est actée déjà, hein. Il y a une supériorité indéniable du complexe militaro-industriel russe sur le complexe militaro-industriel occidental, c'est de la coalition occidentale américain, européen, etc. C'est énorme. En termes d'armes et d'économie de guerre, la Russie a maintenu son économie de guerre a reconstruit son économie de guerre de l'ère soviétique. Au temps de l'Union soviétique, c'était le point fort, et il redevient le point fort. Il y a une réactivité énorme, tout est centralisé, donc il y a une adaptation très vite au tout contexte. Et donc nous, on est à la peine pour reconstruire cette économie de guerre, c'est qu'on n'a plus de munitions pour fournir à l'Ukraine, alors que de l'autre côté, donc il y a une dissymétrie en termes qui laisserait penser que la victoire est totale. Et que le conflit va se terminer, mais le problème c'est qu'on va continuer, on va accélérer les cadences, créer des usines de guerre pour alimenter en munitions l'Ukraine qui est sacrifiée avec son peuple. Alors parce que de toute façon, le conflit est acté, la victoire russe est assurée. Là, tous les jours de conflit qui sont prolongés sont des morts en plus. Donc inconsciemment, on alimente un suicide collectif, et dans lequel le peuple ukrainien est la principale victime. Et donc ça, c'est à déplorer. On entretient la guerre, en fait. Alors que l'issue est faite, hein.
C'est ça qui est aberrant. Et voilà. Et l'issue, ce serait une issue positive, ce serait le plus tôt possible un cessez-le-feu pour négocier, pour commencer un processus de paix. Il est urgent de signer un acte politique qui s'occupe, qui réglerait de manière définitive le statut de l'Ukraine. On avait parlé de neutralité, ça peut être quelque chose qui ressemble à ça, et du statut définitif des régions russophones de l'Ukraine, ce qui a été annexé, ce qu'on appelait les annexions, etc. Et donc tout ça, le double statut de l'Ukraine et des régions russophones doit être officiellement réglé. Et là, on aurait une très très bonne base sur la paix. Je rappelle, pour la paix, je rappelle que les régions russophones, c'est 20% du territoire ukrainien. Donc ça, ce statut-là devrait être officialisé par l'intermédiaire de l'ONU, etc., dont on l'a fait dans le passé pour d'autres guerres. Donc ce serait une base solide pour une paix durable. Mais le problème, c'est qu'il y a une pression des lobbies militaires, des lobbies liés au complexe militaro-industriel, mais certes des deux côtés. On reconnaît du côté américain et du côté russe. Et là, ça devient beaucoup plus délicat d'arrêter le conflit parce qu'il nourrit finalement les économies des deux côtés. Et le problème en plus, c'est qu'il y a des ultranationalistes en Russie qui sont pas du tout prêts pour la paix, qui veulent la revanche de la Russie sur les méchants occidentaux. Et là, il y a un problème de radicalisation. Et Poutine à côté, je vais peut-être choquer, mais il est beaucoup plus modéré là-dessus. Il tempère la radicalisation du discours de certains. En Russie, c'est pour ça que c'est un bon point d'équilibre en Russie, contrairement à ce que disent nos médias, c'est que vous avez une menace de radicalisation du pouvoir en Russie si Poutine n'est plus là. Et au final, ce qu'il faut voir, l'issue idéale, ce serait de concocter de nouveaux accords de Minsk, pour reprendre l'image de Minsk, qui intègrent la réalité du terrain et les rapports de force, et qui statuent sur la nouvelle carte politique de l'Ukraine. Qui tient compte de l'évolution actuelle. Ça, c'est les contraintes que pose d'ailleurs Poutine là-dessus. C'est que oui, paix, mais sur la base de la réalité sur le terrain. La réalité, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, sont des régions qui sont contrôlées par les Russes, et donc il faut en tenir compte dans de nouveaux accords. Pour la Russie, il est hors de question de les céder aujourd'hui. Il y a eu des morts et la population russe du Donbass refusera de toute façon de revenir avec l'Ukraine. Donc ça, il faut être conscient. La Crimée, c'est pareil. La Crimée était russe, elle redevient russe. Vous avez des choses, des bases sur lesquelles on ne pourra pas négocier. Ce sera par contre une base pour des accords. Donc les futurs accords, il y aurait peut-être trois axes principaux, donc pour résumer: une reconnaissance officielle donc des territoires russes qui ont été annexés suivant le côté où on se place, les territoires russes, les nouveaux territoires russes ou annexés. Le second point, c'est le statut neutre de l'Ukraine hors OTAN. Il est hors de question pour la Russie que l'Ukraine appartienne à l'OTAN, parce que là, ça pourrait préfigurer l'installation de bases militaires de l'OTAN, de systèmes anti-missiles, qui mettraient Moscou à portée des missiles otaniens. Hors de question, c'est comme si vous mettiez un système anti-missile au Mexique contre les Américains, et que ferait Washington. Et troisième point, c'est donner aussi, pas oublier l'Ukraine, donner des garanties sécuritaires à l'Ukraine. Sous une forme ou une autre, une alliance, etc., qui garantirait sa sécurité nationale. Garantie sécuritaire donc pour l'Ukraine et bien sûr pour la Russie. Merci Jean Géronimo. Je rappelle le titre de votre livre, Poutine au cœur du piège ukrainien. Où est-ce qu'on peut se procurer ce livre? Il est bon, évidemment sur Amazon et sur Amazon et dans les librairies à Grenoble, Décitre et Fnac, et bien sûr sur les sites Décitre et Fnac en général. Sinon, bien sûr, sur Internet, vous pouvez toujours l'avoir. Mais il y a les librairies en rayon, il va être en rayon sur Grenoble. Et quitte à le commander en rayon dans d'autres régions à l'extérieur de Grenoble, ce serait sympa de l'avoir en rayon. Et là, c'est la stratégie de mon fan club. Bien, merci Jean Géronimo. J'en profite pour vous dire qu'on vous recevra en conférence probablement au mois de juin. Nous vous redirons ça, donc ce sera peut-être aussi un moyen très simple d'acquérir le bouquin. Merci, n'oubliez pas, et d'ici là,
Je vous dis à bientôt.